Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. 3 septembre 2025, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Les tirs entendus depuis la République démocratique du Congo et les mouvements des militaires burundais qui se rendent dans ce pays entretiennent ces derniers temps un climat de peur permanente chez les habitants de la zone Buganda, située en commune de Bukinanyana. Et puis, des détenteurs de permis expirés se lamentent d'une longue période qui vient de passer à attendre que la police spéciale de roulage renouvelle leurs documents. Ils affirment avoir même versé des frais exigés pour le dit renouvellement. Et enfin, vous allez suivre le mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, la synergie des médias revient sur les inquiétudes des organes de presse au Burundi après que des journalistes aient été supprimés d'un groupe WhatsApp où passaient les informations liées aux activités de l'Assemblée nationale et n'aient même pas été conviés à la session de ce mardi. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Oh bonsoir, page sécurité pour commencer. Une femme a été tuée par balle la nuit dernière par des agents de sécurité burundais chargés de la surveillance de la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Les faits se sont produits au niveau de la colline Nyamitanga, zone Ndava, commune Bukinanyana. Nous sommes en province de Bujumbura. Les habitants de la localité disent être choqués par cet assassinat et demandent que les auteurs soient sanctionnés. Din Karondo nous fait le point. Selon nos sources, cette femme venait de la République démocratique du Congo et transportait du carburant. Elle a été surprise par des soldats qui ont ouvert le feu sur elle et a perdu la vie sur le champ. La victime était une femme revenant de la République démocratique du Congo où elle faisait du petit commerce de carburant. Aperçue par les agents de sécurité, ceux-ci se sont précipités sur elle et l'ont abattue sur le champ. Ce meurtre a profondément indigné la population, choqué qu'une personne puisse être abattue en plein jour. Même si cette femme avait tenté de faire passer frauduleusement du carburant, cela ne justifiait en rien qu'on lui ôte la vie de cette manière, surtout qu'il s'agissait d'une mère de famille. Dans une grande tristesse, les habitants de Nyamitanga expriment leur incompréhension face au fait que ceux chargés de les protéger soient les auteurs de ce meurtre. Ce que je peux ajouter, c'est qu'ils lui ont tiré dessus de manière excessive, utilisant un nombre effarant de balles. Les détonations étaient si nombreuses et si intenses que nous avons cru un instant qu'il s'agissait d'une attaque armée. Finalement, son corps a été transporté à l'hôpital. Nous, habitants, sommes profondément attristés de voir que ceux qui devraient nous protéger sont aujourd'hui ceux qui nous tuent. Il demande que la justice intervienne afin que les responsables de cet acte soient traduits en justice et sévèrement punis. Nous demandons que la justice, si elle existe réellement, fasse son travail afin que les auteurs de ce crime soient punis conformément à la loi. Car nul ne devrait mourir comme une bête. Même autrefois, on ne tuait pas une chèvre de cette manière. Comment peut-on gaspiller autant de balles sur une seule personne qui, de surcroît, ne faisait que porter ses affaires sans courir ni chercher à fuir? En attendant que la famille de la victime puisse être contactée, les forces de l'ordre ont transporté son corps à la morgue de l'hôpital privé d'Ogasenyi. Nous n'avons pas pu joindre par téléphone l'administrateur de Bukinanyana, Isaac Nyokwizera, pour recueillir sa réaction. Et les habitants de la zone Buganda en commune Bukinanyana vivent une peur panique suite au crépitement d'armes en provenance de l'autre côté de la République démocratique du Congo. Une situation exacerbée par les va-et-vient de nombreux
camions de l'armée burundaise qui se rendent ou encore rentrent de la RDC. Ces habitants craignent que, d'un moment à l'autre, les combats qui se déroulent dans ce pays voisin pourraient les rejoindre. C'est un reportage signé Janvier Ninina-Adoué. Nous ne savions pas que ce pont avait été réhabilité pour faciliter le passage à ces véhicules militaires. Le pont pourrait rester dans son état pourvu que notre paix soit préservée. Il s'agit là des habitants de la zone Buganda, commune Bukinanyana, dans l'ancienne province Chibitoke, que la RPA a rencontré sur la 6e avenue Kaburanwa. Ces citoyens indiquent que plus que d'habitude, ils observent du jour au lendemain plusieurs camions avec de nombreux militaires burundais à bord qui se rendent en République démocratique du Congo. Des camions qui croisent en même temps avec d'autres qui rentrent de ce pays. Nous observons plusieurs camions militaires qui traversent vers le Congo. Même hier, ces camions ont franchi la frontière à plusieurs. Au retour, ils sont peu nombreux et sont couverts de bâches. Si l'on observe bien, l'on constate qu'ils portent à bord des cadavres et des blessés. Il s'agit de jeunes soldats burundais qui, apparemment, sont nouvellement recrutés et intégrés sans expérience. C'est dans cette même localité où sont rassemblés les Imbonerakure déployés dans les affrontements en RDC, ajoute notre source. En traversant le pont à partir de cette 6e avenue, on débouche sur la localité de Sangé où est implanté le camp des Imbonerakure. Après le rassemblement, on leur donne des armes pour par la suite aller combattre le M23. Mais alors, nous sommes en danger puisque les militaires qui échappent de justesse à la mort au Congo, ils nous disent que le M23 est tellement fort et la moins d'armes qu'il utilise est la mitrailleuse Kalachnikov. Vous comprenez que nous sommes exposés à un danger imminent. Ces habitants des zones frontalières avec la RDC vivent ainsi une peur panique sans précédent, craignant qu'une fois que les militaires burundais soient vaincus sur le front, leurs adversaires pourraient les poursuivre jusque sur le sol burundais et éventuellement des innocents en seraient victimes. Nous dormons les yeux ouverts, la peur au ventre et désespérés. Cette peur porte sur le fait qu'en cas d'échec, leurs adversaires pourraient les poursuivre jusqu'ici et ils pourraient nous lyncher alors que nous n'y avions aucun intérêt. Comme la semaine dernière, beaucoup de crépitements d'armes ont été entendus à partir de l'autre côté du Congo. Et les Burundais devraient s'alarmer des chiffres inquiétants concernant les cas d'assassinat, d'enlèvement et de torture reconnus officieusement par Gitega, car il n'y a aucun doute que ces chiffres sont de loin inférieurs à la réalité. C'est en substance la réaction du coordinateur de l'initiative citoyenne rapide, Seruka. Bob Rugurika demande aux Burundais de dire non à ce déferlement de tueries et d'exiger le cas échéant la démission du gouvernement actuel, car incapable de mettre fin à ces crimes. Il est tout à fait normal que le gouvernement présente un rapport annuel sur l'état de la sécurité, même si de mon point de vue, il est clair que les institutions étatiques sont impliquées dans ces violations des droits humains au Burundi. Alors, cependant, il est important de noter que d'autres organismes nationaux, internationaux, ainsi que des missions diplomatiques, ça j'en suis sûr, au Burundi, suivent de près la situation et recensent régulièrement les cas de violations graves des droits humains. Alors, y compris ces crimes de sang. Les Burundais et la communauté internationale devraient être conscients que les chiffres sur la tragédie humaine encore au Burundi depuis 2005 sont alarmants et risquent de provoquer une désagréable surprise le jour où il y aura une enquête indépendante sur les crimes commis par le régime burundais, le CNDD-FDD, depuis son arrivée en 2005. Alors, si le régime reconnaît actuellement plus de 460 personnes tuées dans la seule année de juin 2024 à juillet 2025, plus de 20 disparitions forcées et plus de 700 cas de torture. Imaginez le nombre de cas dissimulés par les services de l'État. Alors pour moi, le constat est clair. Les crimes de sang qui se poursuivent sans fin au Burundi depuis 2005 sont le résultat d'une politique délibérée du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Et il revient à nous, les Burundais, qu'on soit opposants aux membres du parti au pouvoir, de tirer les conclusions qui s'imposent. Alors, pour nous, tant que le CNDD-FDD restera au pouvoir, les Burundais continueront à pleurer les leurs, les proches, et à souffrir. Et pour moi, il est temps pour les Burundais de prendre notre destin en main et de demander des comptes aux dirigeants, ou tout simplement d'exiger leur départ. Européen.
Poursuivons ce journal par la page Droits de l'homme. 111 prisonniers restent encore détenus à la prison centrale de Mpimba, alors qu'ils ont déjà été acquittés ou qu'ils ont purgé intégralement leur peine. Cela a été déclaré ce mercredi, le 3 septembre 2025, par Jean-Marie Shimirimana, le président de l'association Nawariza, qui milite pour le bien-être des détenus et de leurs familles. C'était lors d'une conférence de presse. Selon lui, certains prisonniers se trouvent dans cette situation depuis 2014. Il appelle donc les nouvelles autorités récemment élues à prendre ce problème à bras le corps afin qu'une solution rapide et définitive soit trouvée. On l'écoute. Nos vérifications récentes ont révélé que plusieurs personnes restent détenues dans les prisons du pays malgré des décisions judiciaires ordonnant leur libération. À la prison centrale de Mpimba, plus d'une centaine de détenus sont concernés. Nous possédons leurs noms, les tribunaux qui ont rendu des décisions, ainsi que les procureurs qui ont maintenu ces personnes en détention. Cette situation est à la fois inquiétante et inacceptable. Elle montre un dysfonctionnement majeur dans le système judiciaire. Un tribunal peut ordonner la libération d'une personne, mais le procureur peut de fait empêcher l'exécution de cette décision. Certains détenus restent ainsi incarcérés, même après que la justice les a déclarés libres. Face à cette situation, nous appelons les députés et les sénateurs à se rendre dans les prisons pour constater les faits, prendre les mesures nécessaires, interpeller le ministre de la Justice, le procureur général de la République, le président de la République et garant de la justice, ainsi que le président de la Cour suprême. Il est urgent de régler ces cas car chaque détention injustifiée représente un préjudice pour le pays et pour l'état de droit. Et en page gouvernance, l'organisation Parsem demande au Premier ministre et à son gouvernement de présenter un plan clair pour sortir le pays de la crise actuelle avant la fin du premier mandat du chef de l'État en 2027. Dans un communiqué rendu public ce mardi 2 septembre 2025, Faustin Ndikumana, président de la Parsem, souligne qu'il est nécessaire que le gouvernement démontre sa capacité à changer les choses, notamment en matière de gouvernance, de lutte contre la corruption, de démocratie et d'autres domaines essentiels. Suivez plutôt Faustin Ndikumana, il est le président de la Parsem. Parsem demande au Premier ministre et son gouvernement de présenter à la nation son programme pour les 2 ans qui restent avant que le mandat du président de la République n'expire en 2027. C'est un programme qui devait viser à tirer le Burundi de l'abîme, présenter des réformes avec des indicateurs qui peuvent être vérifiés. On ne pourrait pas continuer de parler des réformes dans l'administration alors qu'un citoyen simple burundais continue de passer des heures à la station sans aucune goutte d'essence, ou bien cette situation d'inflation galopante devenir une hantise à la population. Le manque de vide, problème de gouvernance, de corruption, de justice, emprisonnement abusif et autres. Le gouvernement doit sévir contre ces fléaux et prouver sa capacité de changer les choses et de créer une dynamique nouvelle par rapport aux solutions concrètes de cette situation. Ce programme devait être présenté à l'Assemblée nationale ou communiqué aux médias pour être porté à la connaissance de tous les citoyens. Parce que pense que ces réformes, ces changements visaient le secteur de l'économie, de la gouvernance, la lutte contre la corruption, la démocratie, les droits de l'homme, la justice et les relations diplomatiques avec des pays, que ce soit voisins ou des pays partenaires techniques et financiers traditionnels du Burundi. Et cela alors prouvera son engagement à orienter le pays vers une trajectoire nouvelle. Et je vous le disais en titre, certains citoyens détenteurs de permis de conduire expirés se lamentent contre la police spéciale de roulage, PSR en sigle. Ces citoyens affirment que certains d'entre eux attendent depuis plus d'une année sans recevoir de nouveaux permis, alors même qu'ils ont déjà payé les frais exigés. Ils demandent que des explications leur soient données sur les raisons de ce retard. Nadège Lakodze nous en dit plus. Ces citoyens qui ont des permis de conduire dont la durée de validité de 5 ans est déjà finie font savoir qu'ils ont payé le montant de 100 000 francs exigé à la police spéciale de roulage afin d'obtenir de nouveaux permis de conduire, mais que depuis plus d'une année, ils ont attendu en vain.
Celui qui veut la validation de son permis doit payer 5 000 francs. Et quand on a fini de payer cet argent, on attend l'octroi de ses permis de conduire. Actuellement, il y a des personnes qui viennent de passer plus d'une année sans obtenir ces permis de conduire. Nous ne savons pas la raison de ce retard. Le manque de matériel comme motif du retard de l'octroi de ces permis de conduire pour ces citoyens, ce n'est qu'un prétexte avancé par la police spéciale de roulage, car il y a des personnes qui obtiennent ces permis de conduire dans 2 jours seulement après avoir donné des pots de vin. Toutes les personnes qui n'ont pas payé des pots de vin pour accélérer l'obtention de leur permis de conduire, ils ne les ont pas encore reçus. Mais ils privilégient ceux qui ont des passeports et qui travaillent à l'étranger. Ces derniers les obtiennent dans 2 jours. Ils nous disent que ce retard est causé par le manque de matériel, ce qui est faux, car ceux qui paient des pots de vin reçoivent à temps ces documents. Ces citoyens demandent aux responsables de la police spéciale de roulage de les rétablir dans leurs droits en leur octroyant leur permis de conduire. La rédaction de la RPA, nous n'avons pas pu joindre au téléphone le colonel Étienne Chitegetse, le commandant de la police spéciale de roulage, pour donner des éclaircissements sur ce problème de manque de permis de conduire. Et en actualité sportive, l'équipe de Bumamuru a raté son entrée à la Sekafa Kagame Cup en s'inclinant devant l'équipe APR du Rwanda par 2-0, marqués par le joueur Ouattara à la 7e minute et Togi à la 78e minute. Et dans l'interview qu'il a accordée après ce match, Jocelyn Lifoussa, entraîneur de l'équipe Bumamuru, espère faire mieux dans les 2 matchs qui restent. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a cruellement manqué de maturité. Sinon, on avait en main le match, avoir le temps qu'on a eu la possession de balle en notre faveur. Nos adversaires ont rentabilisé les 2 occasions qu'ils ont eues, contrairement à nous qui n'avons pas pu concrétiser alors qu'on a eu énormément d'occasions. Et quand les joueurs ratent beaucoup d'occasions, ça les démoralise. Ce qu'on va faire, c'est nous concentrer sur l'attaque et conscientiser nos attaquants sur leur rôle primordial, car ils doivent savoir que s'ils ne marquent pas de but, l'équipe ne progressera point. Il faut qu'on marque le maximum de buts possible pour pouvoir espérer jouer le 3e match. Et c'est l'heure de votre mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les inquiétudes de la presse burundaise. Ces derniers jours, plusieurs journalistes ont été exclus d'un groupe WhatsApp qui relayait les informations liées à l'Assemblée nationale et n'ont pas été conviés à la session de ce mardi. Pour les défenseurs des droits humains, cette démarche constitue une atteinte à la liberté de la presse et plus largement à celle du peuple. Au cœur de la société, vous est présenté par Désiré Atungimana. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Bienvenue à cette émission Au cœur de la société. La presse burundaise traverse actuellement les moments difficiles. Jusqu'aujourd'hui, les journalistes burundais ne savent pas s'ils vont continuer à couvrir les activités de l'Assemblée nationale comme à l'accoutumée pour informer le peuple burundais en temps réel. Dans quelques instants, vous aurez les détails dans cette émission Au cœur de la société présentée par Désiré Atungimana. La liberté d'informer est en net recul au Burundi, où les médias n'ont plus le droit de couvrir les activités de l'Assemblée nationale. Alors que les journalistes étaient autrefois informés des sessions prévues, ils ont récemment été exclus du groupe WhatsApp utilisé pour diffuser ces informations. À cela s'ajoute la décision du CNC d'interdire une synergie des médias qui devrait traiter des conséquences de la pénurie du carburant. Tous ces faits montrent clairement une volonté des autorités de restreindre la liberté de la presse. Les détails avec Révérien Bazikamwe. Il s'agit d'un inquiétant voile d'opacité qui recouvre peu à peu les institutions étatiques. L'Assemblée nationale est censée incarner la voix du peuple, ferme progressivement ses portes aux médias privés. Depuis ces derniers jours, les journalistes affirment être écartés
sans explication des groupes WhatsApp internes du Parlement. Plus aucun communiqué, plus aucun ordre du jour, le silence remplace l'information. Plus alarmant encore, la fin des retransmissions en direct des débats parlementaires. La séance du 19 août cette année, qui devrait être publique, s'est tenue dans le secret le plus total. Ni caméra, ni micro, ni observateur extérieur, une première qui inquiète les défenseurs de la liberté de la presse. Ce climat de fermeture ne surprend guère certains observateurs. Il fait écho à la posture assumée par l'actuel Premier ministre Nestor Naonouye, alors ministre des Finances, lorsqu'il avait clairement déclaré qu'il ne fournirait aucune information aux médias privés. Aujourd'hui, cette logique semble s'étendre à l'ensemble des institutions, y compris celles qui devraient rendre des comptes aux citoyens. La majorité écrasante du CNDD-FDD à l'Assemblée nationale nourrit des craintes d'une gestion du pouvoir à huis clos, loin du regard des médias. Et pendant que les plateformes officielles deviennent muettes, les journalistes se retrouvent exclus du débat public. Mais la censure ne s'arrête pas là. Le 14 août dernier, une synergie des médias devrait se tenir autour d'un sujet crucial, la pénurie du carburant qui dure depuis plus de 3 ans. Le Conseil national de la communication CNC a interdit l'événement, jugeant le thème non pertinent. Une justification qui ne convainc pas. Pour les professionnels des médias, il s'agit clairement d'un acte de censure, car tant que la crise perdure, les journalistes ont non seulement le droit, mais aussi le devoir d'en parler. L'argument du CNC évoquant une prétendue redondance du sujet est balayé par les réalités du terrain. Pour d'autres, c'est une preuve supplémentaire que le CNC est devenu un instrument de contrôle politique au lieu d'un organe de régulation indépendant. Pourtant, la loi sur la presse est claire. Les médias sont libres de traiter les sujets de leur choix tant qu'ils respectent le cahier de charges. Empêcher une synergie sur un problème aussi grave revient donc à violer la liberté d'expression et à nier le droit du public à l'information. Quelques jours après son investiture en 2020, le président burundais avait promis une étroite collaboration avec les médias. Cette déclaration saluée à l'époque s'est peu à peu révélée être un simple slogan politique. Sur le terrain, les restrictions se sont multipliées à l'encontre de la presse. L'écart entre le discours officiel et la réalité est devenu flagrant. Les médias burundais opèrent désormais dans un climat de plus en plus répressif. Au final, entre un parlement qui s'enferme dans le silence et un régulateur qui misère les médias, c'est la démocratie burundaise qui s'enfonce dans l'ombre. Restreindre le droit de certains journalistes de suivre les activités de l'Assemblée nationale du Burundi constitue une violation des dispositions de la Constitution. C'est ce que déclare Edaline Nibizi, directrice exécutive de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDH. Selon elle, si une telle mesure venait d'être appliquée, il serait regrettable que l'Assemblée nationale, organe chargé de voter les lois, en soit la première à les violer. Ce serait très grave si le Parlement parvenait effectivement à mettre en application la décision d'exclure de la participation aux séances plénières de l'Assemblée nationale les médias. D'une part, le Parlement aura failli à sa mission, celle de représenter le peuple, de rendre compte. Or, ce n'est qu'à travers la communication médiatique que le peuple est informé des activités qui sont menées par l'Assemblée nationale. C'est par la communication médiatique que la population peut savoir si les séances plénières du Parlement effectivement traitent des questions qui sont salutaires, des questions qui peuvent développer le pays sous tous les aspects, si le Parlement travaille conformément à son mandat. Mais exclure certains médias constitue un acte de discrimination que le Parlement devrait s'interdire, mais aussi serait une violation de la loi, et spécialement l'article 28 de la Constitution de 2018 qui garantit la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Cet article précise aussi que la liberté de presse est garantie par l'État. Il serait donc déplorable que le Parlement soit responsable de la violation de la loi. Il y a aussi l'article 19 qui précise que les droits et les devoirs qui sont inscrits dans les instruments internationaux que le pays a ratifiés sont partie intégrante de la Constitution. Même s'il manque
dispositions légales qui protègent la liberté d'accès à l'information, le droit à l'information de la population. Les instruments internationaux garantissent ce droit. Mais aussi, ce serait la violation de la législation sur la presse qui reconnaît aux journalistes le droit d'accéder aux sources d'information, d'enquêter sur ces sources d'information en toute liberté, mais aussi de commenter sur les questions liées à la vie publique. C'est un article aussi, l'article 11, qui garantit la protection des journalistes contre les attaques quelconques au cas où ils sont en train de réaliser leur travail. Si le Parlement devient la source de l'exclusion de certains médias privés pour accéder à l'information, alors que c'est le Parlement lui-même qui a adopté la loi, qui a adopté la Constitution, ce serait très déplorable et ce serait faillir à sa mission de protéger le peuple, de protéger les droits humains, de protéger spécialement la Constitution. Les conséquences d'une telle décision seraient nombreuses, notamment pour les citoyens qui devraient être représentés, mais qui seraient privés d'un accès à une information fiable sur les débats parlementaires. Une telle restriction risquerait également de favoriser la propagation des rumeurs. Pour Elaline Irizi, il est particulièrement préoccupant de constater que de telles atteintes à l'espace civique interviennent au moment même où le Parlement entame son mandat. Encore une fois, Elaline Irizi, directrice exécutive de la CBDH. C'est une restriction encore plus grave de l'espace civique. La population ne va plus accéder aux informations comme il le désire, et même si cela n'était plus fluide, la population ne va plus accéder aux informations en passant par les médias en ligne. Il y aura donc une partie de la population qui est discriminée. Mais aussi, quand vous refusez l'accès à l'information officielle, les gens se cherchent cette information et vous facilitez la diffusion de rumeurs. Faute d'informations de sources sûres, les gens se cherchent cette information et diffusent des rumeurs. Mais aussi c'est grave pour une institution qui est en début de mandat, des parlementaires en début de mandat et qui commencent par poser des actes d'exclusion, poser aussi des actes d'enfermement de la population sous la communication de médias sélectionnés par le Parlement et par conséquent du parti au pouvoir. C'est en fait une erreur de plus, un manquement de plus de la part du Parlement burundais, en plus des autres manquements qui sont déjà enregistrés à son actif. Et je conseillerais le Parlement de respecter la liberté d'expression, la liberté d'opinion, mais aussi la liberté d'accéder à l'information que la population réclame de l'État du Burundi et que tout peuple réclame des institutions qu'il est censé mettre en place. C'est par ici que nous mettons un point final à cette émission au cœur de la société. Merci de l'avoir suivi. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine Au cœur de la société que le journal de ce 3 septembre 2025 se termine. Merci pour votre écoute attentive et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Éloge Divin Remesha. Je vous souhaite une excellente soirée.